Le 12 octobre 2025, une route longue de 90 kilomètres a changé le destin d'un pays. On l'appelait jadis la cicatrice du silence, un couloir maudit où s'éteignaient camions et espoir. Mais ce jour-là, Ibrahim Traoré fit de cette blessure une promesse. Comment une simple colonne de véhicules, avançant dans la poussière et la peur, a-t-elle rendu à tout un peuple le droit de respirer? Il disait que la route de Bogandmani était perdue, avalée par la guerre et les fantômes du Sahel. Pourtant, sous le commandement d'Ibrahim Traoré, une promesse prit forme. Si le pays veut revivre, il doit d'abord se remettre en mouvement. Cette idée simple bouleversa toute doctrine. Assurer la sécurité, non pas en occupant les territoires, mais en rendant la circulation possible. Le bénéfice était clair. Chaque route libérée, c'était un souffle de plus pour la nation. Mais le risque, lui, était absolu, car il fallait marcher dans la gueule du feu pour rallumer la vie. Alors que 100 camions s'alignaient à l'aube, leurs moteurs vibraient comme un seul cœur d'acier. Dans chaque caisse, du carburant pour les hôpitaux, de la farine pour les écoles, des médicaments pour les villages isolés. Les hommes du bataillon BR-19 savaient qu'ils ne transportaient pas que des vivres, ils portaient l'espoir d'un État qu'on disait mourant. Sous le ciel de Serba, cette promesse allait se mettre à battre. La révélation survint dès les 10 premiers kilomètres. Un simple tas de pierres posé en travers de la route. Aux yeux d'un étranger, rien qu'un obstacle banal. Mais pour les hommes d'Ibrahim Traoré, c'était le premier signe que la route respirait encore. Car là où il y a un piège, il y a quelqu'un qui a peur de vous voir passer. Le capitaine Lynx, en tête de la colonne, fit stopper le convoi. Deux sapeurs rampèrent jusqu'à l'obstacle, détecteur en main. Quelques minutes plus tard, un bip bref, une mine artisanale prête à pulvériser sans vie. Le drone s'avança, la détonation contrôlée creva le silence. Puis la marche reprit. Sur 80 kilomètres, la même danse. Trouver, désamorcer, avancer. 5 bombes furent découvertes. 5 victoires minuscules qui, additionnées, valaient un pays. Sous le soleil brutal du Sahel, chaque pas devenait une négociation entre la mort et le devoir. Un soldat dira plus tard: ce n'étaient pas les explosifs qui nous effrayaient, mais le sol lui-même. C'est là que se révéla la portée du pari d'Ibrahim Traoré. Ce n'était pas seulement une opération militaire, c'était un test de foi. Foi en l'unité, en la discipline, en l'idée que le courage collectif peut reconstruire un État. Dans chaque village traversé, les femmes levèrent la main, les enfants couraient vers les camions comme s'ils voyaient le monde revenir. Les moteurs rugissaient, les visages s'ouvraient et la rumeur se propageait. La route vit de nouveau. Ce jour-là, la doctrine du corridor sécurisé prit racine. Non plus combattre pour dominer, mais pour reconnecter. Et quand la poussière tomba sur les plaines de Serba, le monde découvrit qu'un peuple pouvait reconquérir sa dignité 1 kilomètre à la fois. Au cœur du convoi, la silhouette du capitaine Lynx devint celle d'un guide plus que d'un chef. Il marchait souvent à pied, casque sous le bras, le regard fixé sur la ligne d'horizon. Ces hommes disaient de lui qu'il sentait la peur comme on sent le vent, invisible mais constante. Et derrière lui, l'esprit d'Ibrahim Traoré planait, invisible mais présent à chaque ordre, chaque pas, chaque souffle. Quand le convoi rencontra un camion civil brisé, moteur fumant, Lynx ordonna l'arrêt. Une famille entière s'y abritait depuis des jours, trop effrayée pour avancer. Contre le protocole, il s'approcha seul, posa la main sur le capot chaud, puis lança: on ne laisse personne derrière. Ces hommes accrochèrent des câbles, tirèrent le véhicule pendant 2 kilomètres jusqu'à la zone sûre. À ce moment-là, la frontière entre soldats et civils s'effaça. Ils n'étaient plus qu'un seul peuple, marchant dans la même direction, vers la lumière. Le soir,
Les moteurs se turent. Dans le camp improvisé, les soldats nettoyaient leurs armes sous un ciel sans lune. Certains priaient, d'autres écoutaient le silence. Ce silence qui, pour la première fois depuis des années, ne signifiait pas la peur mais le répit. Un homme murmura. Peut-être que même la mort nous respecte ce soir. Ses premiers gestes, ses arrêts inattendus, forgèrent la légende de la route. Ce n'était plus une mission militaire, mais un pèlerinage collectif. Et à travers chaque acte de courage, Ibrahim Traoré prouvait qu'une nation pouvait se relever sans attendre la permission de personne. L'aube du deuxième jour se leva sur un horizon rouge traversé par la poussière et les chants des moteurs. Le convoi s'étira comme un serpent d'acier, sans camions chargés de vivres, de carburant et de médicaments. La température monta rapidement, dépassant les 43 degrés. Le sol tremblait sous le poids des véhicules. Chaque mètre parcouru semblait gagner contre la fatalité. À la radio, la voix de Lynx résonnait, calme et brève. Chaque ombre est une question. Chaque question peut tuer. C'était la règle. Et c'est ainsi qu'ils avancèrent. Les premiers affrontements éclatèrent à la tombée de la nuit. Une embuscade surgit des collines. Tirs éclairs, fumée, cris étouffés. Mais les unités de réaction du bar 19 se déployèrent avec une précision presque mécanique. Les balles traçaient des lignes de feu dans l'obscurité. Lynx passait d'un véhicule à l'autre, ordonnant, corrigeant, tirant lui-même quand il le fallait. Un éclat explosa près d'un camion de carburant. Il se jeta en avant, saisit un soldat blessé et le tira derrière un mur de sable avant que les flammes n'avalent le véhicule. Les hommes virent dans cette silhouette illuminée par le feu plus qu'un commandant, un symbole. Plus tard, l'un d'eux dira: il ressemblait à un fantôme qui commandait le feu. 17 minutes de chaos. Puis le silence, épais et irréel. Pas une seule perte côté burkinabé. Les assaillants, jeunes, mal équipés, gisaient dans la poussière, victimes d'un conflit qu'ils ne comprenaient pas. Lynx se pencha sur l'un d'eux, retira un brassard délavé, soupira. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des avertissements. Derrière ces mots, c'était la pensée d'Ibrahim Traoré qui transparaissait. La guerre n'est pas toujours contre des ennemis, parfois elle est contre la peur elle-même. À l'aube suivante, le convoi repartit. Les villages commencèrent à apparaître, timides, incrédules. Des enfants pieds nus couraient derrière les camions, agitant des morceaux de tissu. Des femmes offraient de l'eau, pleurant de joie, à la vue des uniformes. Les anciens levaient les mains au ciel. Cela faisait des années qu'ils n'avaient plus vu l'État, qu'ils n'avaient plus entendu d'hymne, qu'ils n'avaient plus cru. Ce matin-là, la foi leur revint sur roue. Dans un petit hameau, Lynx fit réparer un puits, puis reprit la route. Les hommes comprirent alors ce que signifiait la doctrine de Traoré. Reprendre les routes, c'est reprendre la vie. Chaque mètre libéré n'était pas seulement un gain militaire, c'était une victoire morale. Et quand, au loin, la silhouette de Mani se dessina, les moteurs rugirent une dernière fois comme un cœur d'espoir. Ils n'étaient pas venus conquérir, mais reconnecter. Et tout un pays attendait leur arrivée. Quand les camions du Baer 19 atteignirent Mani, 3 chiffres s'imposèrent à tous: 90 km, 17 minutes, 60 000 vies. 90 km de route reprise mètre après mètre. 17 minutes d'enfer qui auraient pu effacer un bataillon entier. Et 60 000 civils enfin libérés de l'étau de la faim, de la peur et du silence. Ces nombres, Ibrahim Traoré les cita sans emphase. Ils ne racontent pas la guerre, ils mesurent de la dignité retrouvée. D'après les rapports officiels, 5 engins explosifs improvisés furent neutralisés avant qu'ils ne puissent tuer. Chaque désamorçage équivalait à des dizaines de vies épargnées, à des villages qui pouvaient enfin dormir sans craindre le grondement nocturne. Sur les 112 véhicules engagés, seuls 3 furent endommagés, preuve de la coordination et du sang-froid des unités d'ingénierie.
Les drones, les équipes de repérage et la discipline des soldats formèrent un réseau vivant où chaque erreur pouvait coûter tout. Mais au-delà des chiffres, il y avait des images, des enfants retrouvant l'école, des marchés rouvrant le matin même où la poussière du convoi retombait encore, des radios locales recommençant à émettre après 4 ans de silence. Le ministère de la Santé annonça la réouverture de 7 dispensaires et le déploiement de 12 tonnes de matériel médical en moins d'une semaine. Le ministère du Commerce parla d'une hausse immédiate de 28% des échanges dans la région de Serba. Et l'armée, sobrement, écrivit dans son bulletin: La route vit de nouveau. À Ouagadougou, les analystes étrangers, jadis sceptiques, commencèrent à revoir leurs cartes. Ce que Traoré appelait la sécurité par les corridors n'était plus une théorie, c'était une mécanique mesurable, vérifiable, réplicable. Son raisonnement, presque mathématique, reposait sur un axiome: quand les gens peuvent bouger, la peur recule. C'est cette équation humaine que les statistiques révélaient enfin. Lynx, lui, refusa les médailles. Il dit seulement: le courage n'a pas besoin de chiffres, mais le monde en a besoin pour y croire. Et dans cette phrase, tout le sens de la doctrine d'Ibrahim Traoré s'incarna: transformer la bravoure en méthode et la survie en stratégie. Les données furent compilées, publiées, citées par les universités régionales. Les organisations africaines y virent une expérience de souveraineté quantifiable. Les puissances étrangères, elles, découvrirent que le contrôle d'un État ne se mesurait plus en kilomètres carrés, mais en kilomètres de routes vivantes. Ainsi, ces chiffres, loin d'être des abstractions, devinrent des battements de cœur alignés sur le tempo d'une nation qui réapprenait à respirer. Le succès du corridor de Bogan-Mani n'éteignit pas les débats, il les alluma. Dans les chancelleries de la région, comme dans les rédactions étrangères, deux visions s'affrontaient. Les uns voyaient dans l'initiative d'Ibrahim Traoré une renaissance souveraine, une preuve que l'Afrique pouvait garantir sa sécurité sans dépendre d'armées étrangères. Les autres y lisaient une illusion fragile, un feu de courage qui, sans institutions solides, risquait de s'éteindre à la première bourrasque. Les critiques affirmaient que protéger les routes ne suffisait pas à stabiliser un pays. Ils parlaient de manque de ressources, de menaces latentes, d'ennemis mobiles capables de frapper ailleurs. Mais les partisans de Traoré répondaient autrement. Ce n'est pas la route qu'il protège, c'est le mouvement qu'il libère. Car dans chaque convoi, il y avait plus qu'une patrouille, il y avait un principe. Un État n'existe pas seulement par ses frontières, mais par la circulation de son peuple, de ses idées, de ses produits. Lynx, interrogé par un journaliste, dit d'une voix calme: si la peur ferme une route, elle ferme un pays. Si le courage l'ouvre, alors tout redevient possible. Ces mots résumaient la philosophie qu'Ibrahim Traoré défendait depuis son arrivée au pouvoir: une souveraineté par l'action, non par le discours. Les universitaires étrangers, d'abord méprisants, commencèrent à parler de modèle Traoré, une doctrine née du terrain, empirique, humaine. On l'a comparée aux campagnes de stabilisation menées jadis au Moyen-Orient, mais ici, sans aide extérieure, sans coalition, sans promesse d'argent, seulement des hommes, des camions et une volonté. Ce débat, loin d'affaiblir la doctrine, la renforça. Car chaque objection donnait à Traoré l'occasion de démontrer que son modèle n'était pas un acte de bravoure ponctuel, mais une logique durable. Et dans les couloirs d'Addis-Abeba, on commençait à murmurer: peut-être que la souveraineté africaine commence là où les routes cessent d'être des cicatrices. Le courage ne suffit pas toujours. C'est la phrase qu'Ibrahim Traoré prononça ce soir-là, alors que la nouvelle du succès du corridor de Bogan-Mani commençait à se répandre au-delà des frontières. Car au moment même où les radios célébraient la victoire,
Il savait que la paix n'était qu'une respiration entre deux tempêtes. Autour de lui, les conseillers parlaient d'expansion, de doctrines à exporter. Lui, au contraire, songeait au prix. Chaque mètre de route libéré avait coûté du sang, des nerfs, des nuits sans sommeil. Mais dans ce coup, il voyait la preuve que la souveraineté ne s'achète pas. Elle se gagne. Dans les villages, les marchés rouvraient, les écoles reprenaient, mais au loin, des ombres bougeaient déjà, annonçant d'autres routes à reconquérir. C'est ici, au milieu du récit, que la légende prit un virage. Le succès de Mani n'était pas la fin d'un combat, mais le début d'une philosophie. Et l'homme qu'on nommait désormais le capitaine du mouvement devenait le symbole d'une Afrique qui ne mendiait plus son salut, mais le fabriquait roue après roue, souffle après souffle. Lorsque le convoi du Bahr 19 atteignit enfin le centre de Mani, les rues débordaient de monde. Des mères s'agenouillaient, des vieillards pleuraient, des enfants brandissaient des branches d'arbres comme des drapeaux. Il n'y avait ni hymne ni tambour, seulement le grondement des moteurs et les sanglots d'un peuple qui se réveillait. Ce fut plus qu'une arrivée, ce fut une résurrection. Pour les paysans, le changement fut immédiat. Les marchés reprirent en une semaine. Les routes ouvertes permirent d'acheminer le mil et le zorgo jusqu'à la capitale. Les intermédiaires revinrent, les prix se stabilisèrent, et le simple fait de pouvoir voyager sans escorte rendit à la terre son sens. Un vieil homme déclara: La route, c'est notre saison des pluies. Pour les entreprises, le corridor de Bogandmani devint un miracle logistique. Les stations-service réapprovisionnèrent les générateurs des hôpitaux, les antennes radio furent reconnectées. En moins de 10 jours, les flux commerciaux augmentèrent de 30% selon le ministère de l'économie. Les entrepreneurs locaux parlèrent de effet Traoré, une onde de confiance née de la mobilité retrouvée. Pour les populations civiles, la transformation était presque spirituelle. Les enfants reprirent le chemin de l'école, les dispensaires rouvrirent, et les femmes purent enfin se rendre au marché sans craindre les routes désertes. Les rumeurs de mort furent remplacées par le bruit des moteurs. Une institutrice de Mani résuma la renaissance d'une phrase: Nous enseignons à nouveau parce que la route est revenue. Pour la région, les effets se propagèrent comme une onde. Au Mali, au Niger, au Togo, les observateurs vinrent étudier la doctrine du corridor. Des délégations se succédèrent pour comprendre comment Ibrahim Traoré avait transformé une idée en politique publique. L'Union africaine salua un modèle de souveraineté enraciné. Et dans les chancelleries occidentales, on redécouvrit un mot qu'on croyait oublié: autonomie. Le succès de Mani ne fut pas un miracle isolé. C'était la première preuve tangible qu'un pays africain pouvait reprendre l'initiative de sa sécurité, sans bases étrangères, sans contrats léonins, sans promesses creuses. À travers le désert et la poussière, Ibrahim Traoré avait tracé non pas une route de bitume, mais une route d'exemple. Dans la lumière du soir, Lynx monta sur son véhicule, regarda l'horizon et dit simplement: Demain, d'autres routes nous attendent. Et cette phrase, reprise à la radio nationale, devint un serment collectif. Chaque kilomètre repris serait désormais une victoire du peuple sur la peur. 6 mois après la libération du corridor de Bogandmani, le gouvernement d'Ibrahim Traoré fit dresser 3 scénarios. Pas des rêves, mais des trajectoires mesurables, car chaque victoire exige son entretien, chaque route sa veille. Dans le premier scénario, le modèle de stabilité servait de base. Dans cette projection, la doctrine du corridor sécurisé s'étendrait aux régions de Dori, Djibo et Fada Ngourma. Les convois circuleraient selon un calendrier fixe, les routes seraient surveillées par des unités mixtes armée-gendarmerie. Les marchés reviendraient à leur capacité d'avant-crise, environ
90% des flux commerciaux rétablis. Les écoles, rouvertes soit sous protection, assureraient la première rentrée complète depuis 2019. Ce scénario reposait sur une discipline continue, ni triomphalisme, ni relâchement. Dans le deuxième scénario, le bond optimiste prenait forme. Si les alliances régionales se renforçaient, notamment avec le Mali et le Niger, la doctrine pourrait devenir continentale. Des corridors transfrontaliers verraient le jour, et les routes du Sahel redeviendraient des artères économiques. Les analystes parlaient d'une possible hausse de 5% du PIB agricole dans l'année suivante. Ce scénario, Traoré l'appelait l'Afrique qui s'emboîte. Des nations qui s'alignent sans tutelle, unies par la circulation et non par la soumission. Dans le troisième scénario, l'hypothèse de repli était la plus sombre. Les groupes armés, repoussés mais non détruits, reviendraient frapper ailleurs. Les routes pourraient redevenir des cicatrices, les convois des cibles. Ce scénario, Traoré le décrivit comme une leçon de vigilance. La paix est un moteur qu'il faut entretenir chaque jour, sinon il cale. Entre ces trois voies, il ne choisit pas une promesse, mais une méthode. Planifier sans illusion, avancer sans peur. Pour lui, la stratégie devait rester vivante, mobile comme le peuple qu'elle protège. Et tandis que les premiers bilans affluaient, une question simple résonnait à Ouagadougou. Si une route peut sauver un pays, combien faudra-t-il de routes pour sauver un continent? Les chiffres impressionnaient, mais la vraie victoire d'Ibrahim Traoré se mesurait ailleurs, dans les regards. À Mani, les marchés se transformèrent en lieux de rencontre et de mémoire. Les anciens racontaient comment la peur s'était effacée du jour au lendemain, remplacée par le bruit des moteurs et les cris des enfants. Les femmes, d'abord méfiantes, commencèrent à vendre de nouveau au bord des routes. Leurs étals devinrent les premiers signes visibles de normalité retrouvée. Un matin, une institutrice déclara à la radio: nous n'enseignons plus seulement à lire, nous enseignons à croire. Cette phrase circula dans tout le pays, reprise sur les ondes, inscrite à la craie sur les murs des écoles reconstruites. Les sermons du vendredi et les messes du dimanche évoquaient désormais la route de vie, non plus la route de mort. La foi, qu'elle soit religieuse ou civique, se recomposait autour du mouvement. Traoré observait ces signes avec distance. Il savait que la ferveur populaire est un feu à double tranchant. Elle éclaire, mais peut aussi brûler. Son objectif restait sobre: transformer l'émotion en endurance, le symbole en structure. C'est pourquoi il fit créer des comités de corridors, des groupes civils chargés d'entretenir les routes, d'alerter, d'organiser l'entraide. L'État cessait d'être un mirage lointain, il redevenait un visage dans chaque village. Quand on lui demanda s'il se considérait comme un héros, Ibrahim Traoré répondit simplement: le héros, c'est celui qui marche sans attendre qu'on lui dise où aller. Et cette phrase, gravée sur les façades de plusieurs écoles, devint la devise d'une nation qui se redressait par la foi et la poussière. Dans son adresse à la nation, 6 semaines après le succès de Mani, Ibrahim Traoré ne parla ni de gloire ni de victoire. Il parla d'organisation. Ce que nous avons reconquis par la bravoure, nous devons le préserver par la méthode. Cette phrase marqua le lancement de la feuille de route nationale des corridors sécurisés, un plan en 5 étapes claires, conçu non pour impressionner mais pour durer. La première étape consistait à cartographier, identifier chaque tronçon vital reliant les provinces aux marchés, aux dispensaires, aux écoles. Non pas des lignes militaires, mais des artères sociales. La deuxième étape visait à former, créer de nouvelles unités mixtes entraînées à la fois à la défense et à l'assistance civile. Chaque bataillon devait savoir réparer un puits autant que neutraliser une embuscade. La troisième étape reposait sur l'implication. Les comités villageois
prirent la responsabilité de signaler les risques, d'entretenir les tronçons et de protéger les convois de leur communauté. La quatrième étape demandait de mesurer. Traoré exigea des rapports hebdomadaires, nombre de kilomètres sécurisés, de marchés rouvrants, d'élèves revenant à l'école. Les chiffres n'étaient plus une fierté, mais un thermomètre du courage. La cinquième étape visait à étendre. Chaque succès local devait devenir une méthode régionale, partagée avec les pays voisins du Sahel. Ce que nous construisons ici, disait-il, doit inspirer, non dominer. Ainsi se dessinait une gouvernance du concret, où la souveraineté ne se proclamait pas, mais se prouvait. Et dans le silence d'une soirée à Ouagadougou, Traoré conclut: une route sécurisée, c'est une promesse tenue. Quand tout sembla enfin revenir au calme, Ibrahim Traoré choisit de ne pas parler depuis la capitale, mais depuis Mani. Il se tint au même endroit où, des semaines plus tôt, le capitaine Lynx avait réparé un puits sous le soleil brûlant. L'eau coulait à nouveau, pure et tiède, symbole d'un pays qui réapprenait à vivre. Les habitants l'entourèrent en silence. Même le vent s'était arrêté pour écouter. Ce n'est pas la guerre qui nous a sauvés, dit-il, mais la route, et la route, c'est nous tous. Dans ces quelques mots, il rappela la vérité la plus simple. La souveraineté n'est pas un drapeau, mais un geste répété, un effort partagé. Il évoqua les soldats qui tombaient, les familles qui avaient attendu sans savoir, les enfants qui recommençaient à courir. Puis, en regardant le puits, il ajouta: nous avons ouvert le sol pour y trouver de l'eau. Faisons de même avec nos cœurs. Ce soir-là, Mani n'était plus seulement un lieu, c'était un souvenir vivant, un motif de continuité. La nation, un instant, se reconnut entière dans cette phrase qui liait le passé au futur. Une route ouverte, c'est un peuple debout. Sous la lueur dorée du crépuscule, Ibrahim Traoré observa la route s'étendre jusqu'à l'horizon, pareille à une cicatrice refermée. Les camions s'éloignaient lentement, soulevant derrière eux un nuage de poussière qui scintillait comme une promesse. Autour de lui, les enfants riaient, les femmes chantaient, les hommes réparaient les moteurs. La vie reprenait, humble, obstinée. Il savait pourtant qu'aucune route n'est définitivement gagnée. Demain, d'autres tronçons seront à rouvrir, d'autres menaces à prévoir. Mais désormais, la peur avait un adversaire: le mouvement. Et ce mouvement, c'est chaque citoyen, chaque pas, chaque voix qui refuse de s'arrêter. Nous avons traversé la mort pour rapporter la vie, murmura-t-il avant de se tourner vers la foule. Puis, sans micro ni discours, il posa une question simple adressée à tous. Quelle sera votre route, celle que vous empruntez ou celle que vous créez? Et dans le silence qui suivit, le pays entier sembla répondre, non par des mots, mais par le bruit des moteurs qui redémarraient,